suis Lucie Berelovic, je suis metteuse en scène et directrice du Préau Centre dramatique national de Normandie-Vire. Et je fais des mises en scène, on va dire beaucoup de théâtre musical, à la fois en France et à l'international. Vous venez de mettre en scène Les gens de la montagne de Pirandello. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette pièce inachevée ? Alors, il y a 8 ans, j'ai commencé un travail avec une équipe d'artistes ukrainiens, et notamment les Dar Daughters, qui sont un collectif de chanteuses ukrainiennes punk, rock, folklorique, voilà, et on a créé Antigone ensemble. Ça a tourné en Ukraine, en France, et puis du coup, on a commencé à développer tout un travail artistique ensemble. Et il y a 2 ans, on aurait dû jouer à Paris, à la Grande Halle de la Villette, et le Covid, on a décidé autrement. Du coup, tous les théâtres étaient fermés, et on s'est dit, retrouvons-nous sur cette période, et commençons à rêver à notre prochaine collaboration. On se posait beaucoup de questions à ce moment-là sur la place de l'art, sur ce qu'il pouvait raconter ou non. Quelle place dans l'imaginaire il pouvait continuer à avoir. Et Les Géants de la montagne traitent de ça, des forces de l'imaginaire, quand le monde devient plus sombre et plus compliqué, à quel endroit on va solliciter en nous notre joie, et puis notre rapport à nos croyances et à notre imaginaire. Voilà, et on a commencé à travailler autour de ça. Et puis après, la réalité nous a rattrapés, puisque la guerre, l'invasion russe en Ukraine a commencé en mars dernier. Les Dar Daughters sont venus vivre à Vire. On les a accueillis ici avec leur famille. Et toute la pièce qui traite aussi donc des géants de cette montagne, qui sont sur cette montagne, et où on se pose la question de savoir s'ils vont descendre ou non, et quelle peur, quelle prescience on a de leur descente et de ce que ça peut engendrer. Pirandello a écrit cette pièce donc au moment de la montée du fascisme, et tout d'un coup la pièce s'est revêtue de toute une autre réalité, toute une autre portée. Et donc on l'a créée avec cette troupe d'artistes ukrainiens, et puis aussi des comédiens et comédiennes français. Où on a pris la pièce de Pirandello qu'il a écrit comme un mythe. Il disait qu'il voulait qu'elle soit traitée comme un mythe. Et donc on l'a pris vraiment comme une sorte de trame et de mythe, et en le revisitant à l'aune de nos réalités d'aujourd'hui. Donc on a fait toute une adaptation avec l'équipe artistique qui est publiée à l'avant-scène sur justement nourrir, on va dire, cette œuvre de tout ce qu'on ressentait nous aujourd'hui. Comment vous êtes-vous accommodé du fait que la pièce soit inachevée ? Avez-vous proposé une mise en scène respectant l'inachèvement de la pièce, ou avez-vous préféré inventer une fin ? Alors, il y a Giorgio Strehler, un grand metteur en scène italien, qui a monté il y a eu très peu de mise en scène de cette pièce. Et Giorgio Strehler, quand il a monté, il dit qu'en fait, cette pièce, elle pose une question qui est justement, est-ce que voilà, quand le monde devient de plus en plus dur, est-ce qu'il faut se réfugier à l'intérieur d'une maison et faire de l'art avec les personnes avec lesquelles c'est possible, en déployant voilà, son rapport à l'enfance, à l'imaginaire, au rêve, etc. Ou est-ce qu'il faut continuer envers et contre tout à aller dans le monde, même si les gens n'en veulent pas forcément, pour continuer à porter à un endroit poétique. Et en fait, il dit que cette question est irrésoluble, et que c'est pour ça que Pirandello n'a pas fini cette pièce. Cette pièce, elle a drainé aussi tout un imaginaire, parce qu'on raconte que Stefano Pirandello aurait reçu les dernières paroles de son père, qui lui aurait raconté la fin de la pièce. Et donc il y a un texte qui existe, qui serait une version potentielle de la fin de cette pièce, dictée par Pirandello sur son lit de mort à Stefano Pirandello. Et en fait, je trouve que quand on aborde une pièce de théâtre, on aborde aussi tous les imaginaires que cette pièce a créés, en fait. Voilà, tous les metteurs en scène, toute l'histoire de cette pièce, tous les metteurs en scène qui l'ont montée, toutes les histoires qu'il y a autour de la pièce, etc. Donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Gruber, on avait fait aussi une mise en scène avec Michel Piccoli, il y a plus de 20 ans. Et voilà, et donc on a travaillé un peu sur toutes ces pièces-là, sur tout cet imaginaire-là. Donc moi, je mets en scène le fils de Pirandello. Au début de la pièce, Pirandello avait un rapport très compliqué, enfin son fils avait un rapport, je ne sais pas lequel des deux, mais enfin ils avaient un rapport très compliqué tous les deux, peut-être aussi sur cette question de comment faire avec un héritage aussi lourd. Stefano Pirandello, il est devenu auteur. À un moment donné, il s'est dit qu'il allait prendre un autre nom parce que c'était trop lourd pour lui d'écrire sous le nom de Pirandello. Et puis après, il est revenu à son nom initial. Il a écrit une pièce qui s'appelle Un père, il en faut bien un.
Et donc on s'est dit, tiens, comment c'est de recevoir comme ça cet héritage et du coup peut-être cette responsabilité de devoir porter la fin de la pièce de son père. Et donc on a fait un prologue autour de cette question-là, autour de la question de recevoir l'héritage de son père. Et puis après, la pièce, elle s'est peuplée, on va dire, effectivement, de tous nos univers à nous. J'ai demandé aux Dark Daughters, qui répètent là à côté, de composer des chansons sur des thématiques de la pièce. Donc il y a une chanson qui traite de ce que c'est qu'une maison, il y a une chanson qui traite de ce qu'elles sont devenues et pourquoi elles ont emménagé dans cette ville-là, etc. Et donc en fait, il y a 6 chansons, comme ça, 6 chansons qui rythment la pièce et qui racontent presque une sorte d'histoire, on va dire en parallèle, non, mais enfin qui nourrit en tout cas la trame de Pirandello. Moi, je trouve ça assez magnifique, une pièce qui résout pas la question qu'elle pose. Donc, on n'avait absolument pas envie de la résoudre nous-mêmes. Je pense que c'est plus beau que cette question reste ouverte aussi chez les spectatrices et spectateurs. Et donc, l'idée était plutôt d'apporter une sorte d'épilogue qui serait non pas une conclusion que Pirandello n'a pas écrite, mais plutôt une ouverture vers autre chose. Voilà. Et donc, la pièce finit sur une chanson. Qui ne finit pas la question donc, de l'histoire de Pirandello, mais qui ouvre sur effectivement la question de ce que c'est qu'être dans une maison. Est-ce qu'une maison c'est un abri, un refuge qu'est-ce que c'est qu'une maison? La dernière phrase telle qu'elle existe dans la pièce inachevée de Pirandello, c'est « J'ai peur ». Parce qu'on entend le bruit sourd des bottes des géants de la montagne qui sont en train de descendre. En fait. Et donc, il y a un bruit comme ça très très fort qui arrive de la montagne. Et le dernier mot dit par la comtesse, enfin la comédienne, c'est « j'ai peur ». Voilà, et c'est quand même... Donc, on reste, on va dire, sur la fin de ce mot-là. Et après, on apporte plutôt une ouverture vers autre chose. Dans votre version de cette pièce, traversée par vos imaginaires à toutes, que représentent les géants? Les géants de la montagne, ce qui est très très beau, je pense, dans cette pièce, après c'est une question très ouverte, donc je prétends pas avoir l'intégralité de la réponse, mais j'ai l'impression que c'est plus une peur inconsciente. Parce qu'en fait, ce qui est très beau, c'est qu'au début, ils en parlent des géants de la montagne, et à un moment donné, justement, la troupe de comédiens qui arrive dans cette ville-là dit « Mais est-ce que c'est vraiment des géants ?» Et elle dit « Non, c'est juste qu'ils sont un peu plus grands que les autres. » Et il dit « Mais est-ce qu'ils font des choses vraiment ?» Et en fait, on comprend que, on va dire, ils savent se servir de la terre pour arriver à leur fin, et notamment à leur fin financière. Donc, on ne raconte pas... comment dire, qu'ils sont en train de commettre des actes irréparables, etc. On raconte en fait qu'ils ont détourné les rivières, qu'ils ont foré à l'intérieur de toutes les montagnes, qu'ils sont un peu plus grands que la normale et qu'ils ont une soif comme ça de pouvoir et d'argent très grande. Donc, c'est tout ce que nous livre Pirandello. Donc nous, on en a évidemment énormément parlé. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'est plus... c'est la projection qu'on se fait d'eux et de ce qu'ils peuvent apporter. Et peut-être aussi, alors ça c'est Strehler qui dit ça à nouveau, d'une question d'anéantissement de la poésie, au sens large de la poésie, puisque justement ils disent qu'ils n'ont rien le temps d'autre que de, que d'avoir un temps utilitaire. Voilà, donc c'est ça qu'on dit d'eux. Moi je trouve que c'est ça qui est très très beau d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a traité enfin, par le son, et justement par un endroit plus interne, ce que c'est que les géants. C'est-à-dire que je pense qu'en chacun de nous, cette peur de quelque chose à venir, elle est très importante. Voilà. Et donc pour moi, ils sont pas... Et c'est pour ça que Pirandello les a décrits comme ça. Voilà. C'est pas des... Ça ne représente pas quelque chose de très concret. Ça représente la peur de ce que le monde pourrait devenir. Le décor semble être une composante essentielle de votre mise en scène. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Quelles orientations esthétiques avez-vous voulu lui donner ? Alors Pirandello, il a écrit sur les gens de la montagne beaucoup de didascalies, où il donne des indications qui sont presque cinématographiques et picturales de sa pièce. Et donc il raconte que c'est une villa, qu'il y a un parapet, il y a un pont qui y mène, qu'il y a des grands arbres lointains, notamment des cyprès, qui créent des ombres inquiétantes, etc. Et il décrit cette villa, qui est une sorte de villa italienne abandonnée. Donc on a beaucoup travaillé autour de cette question d'une maison où il y aurait des strates différentes d'époque, voilà. Comme une villa italienne où il y aurait du coup l'époque de Pirandello, puis l'époque d'aujourd'hui, puis voilà, et que des gens seraient venus y vivre, puis en seraient repartis, et qu'il y aurait aussi les traces d'une maison qui aurait abrité
un certain nombre de personnes. Voilà. Donc ça, c'était la base. Il y a notamment un photographe qui a fait un travail remarquable sur des lieux désaffectés, notamment des théâtres désaffectés à Détroit. Il est allé aussi faire des photographies de villas italiennes. Voilà. Et donc on a beaucoup travaillé à partir de ça. On a découvert, donc on a fait la création à Vire, on a découvert à côté de Vire une maison, je pense qui date du 19e, qui a été brûlée. Et donc la végétation a repris ses droits à l'intérieur de cette maison qui, à mon avis, devait être magnifique. On a pris beaucoup de photos et donc on a créé une sorte de villa où donc il y a un arbre sur scène, un vrai arbre où la nature a repris ses droits petit à petit. On s'est inspiré notamment du marbre, des vitraux, de choses qui pourraient dater comme ça, voilà, qui pourraient raconter la villa italienne. Là-dessus, donc c'est Hervé Cherblanc qui a fait un travail magnifique. On a aussi beaucoup travaillé à partir de récupération d'autres décors, etc., pour que justement, il y a aussi les strates d'autres pièces de théâtre et d'autres histoires. Et puis après, se sont rajoutés des accessoires que les dards d'auteur sont importés, pour que le décor soit vraiment peuplé de vie. Donc c'est un mélange à la fois donc, de cette ville-là et puis de choses... je sais pas, il y a des petites affichettes, si on regarde, à un moment donné, on voit une sorte de tableau qui se dessine au lointain, donc elle est assez complexe. Et on voulait aussi, effectivement, que ce soit un personnage à part entière, cette ville-là. C'est-à-dire que... on sent qu'elle existe par elle-même. Hein. Et à un moment donné, dans la pièce, il y a une des dards d'auteur qui dit « Ne vous inquiétez pas, c'est la villa. Elle se peuple de personnages, etc. » Donc on voulait qu'elle existe presque toute seule. Et donc, au fur et à mesure, la villa se transforme. Donc, les 2 premiers actes, elle est à peu près la même. Et en fait, au 3e acte, tout s'inverse. Toute la villa se modifie et on perd complètement ses repères et on est dans une sorte de labyrinthe où, du coup, la villa s'est refermée autour des comédiens. Voilà. Et donc, il n'y a plus du tout les mêmes rapports à l'espace. Ça crée comme ça des sortes de labyrinthes où tout le monde se perd, apparaît, disparaît, etc. Quel parti avez-vous pris concernant le jeu des acteurs ? Il m'a semblé que vous aviez privilégié un jeu très expressif. Est-ce que je me trompe ? Ça dépend des moments dans la pièce. Je pense qu'on a vraiment travaillé sur comment on pouvait passer de quelque chose d'extrêmement intime et sensible à effectivement une expressivité beaucoup plus grande. Donc dans le travail, on a vraiment travaillé sur ce que ça racontait à chacun d'entre nous, notre rapport au théâtre, à nos croyances, à ce qu'on faisait sur une scène et à ce qu'on avait envie de défendre. Pirandello, il disait il faudrait que ce soit une fête pour l'esprit et les yeux. Donc on s'est dit c'est quoi, avec la machinerie du théâtre, avec nos rapports à la musique, etc., faire pour les spectateurs vraiment une fête pour l'esprit et les yeux. Donc lui, il a écrit en 1920-30. Nous, aujourd'hui... on a envie de raconter quoi sur scène, voilà. Donc on a surtout beaucoup travaillé autour de ça, beaucoup parlé. Et donc après, les dards d'auteur, elles ont apporté des textes contemporains de poèmes ukrainiens, par exemple. On a travaillé autour de Pessoa. J'ai écrit une scène aussi, voilà. Et donc le jeu d'acteur, c'est aussi beaucoup créé avec tout ça. C'est-à-dire avec, je pense, un engagement très fort autour de l'adaptation. Après, je pense qu'on travaille beaucoup sur des ruptures assez grandes, c'est-à-dire avec des moments où ils se retrouvent tous autour d'une table et ils se mettent à se parler vraiment très sincèrement, et puis des moments où tout d'un coup il y a l'arrivée, le 3e acte par exemple s'appelle l'Arsenal des apparitions, et ils se voient en rêve. Donc il y a eux qui dorment dans un coin, et en fait ils se réveillent et se voient dormir, et sont leur représentation. Et donc là ça devient presque complètement... loufoque, baroque et surréaliste. Donc là, c'est un autre type de jeu. Et donc, on a travaillé effectivement sur une capacité à être dans une expressivité assez grande pour raconter aussi ce qui nous tient le plus à cœur et avec toute la passion que ça implique. Et puis des choses très simples et sensibles. Je crois que les acteurs parlent à la fois en français et en ukrainien. Comment avez-vous réussi à articuler les 2 langues pour que la pièce reste compréhensible pour les spectateurs français ? Moi, je crois beaucoup au fait que, comme on dit, au langage non verbal. C'est un peu pompeux dit comme ça, mais c'est-à-dire que je pense qu'on comprend une énergie, on comprend des mouvements de corps, on comprend une musique, au-delà des mots. Donc ça, c'est une première chose. Je sais qu'il y a, par exemple, il y a beaucoup de spectatrices et spectateurs qui me disent qu'ils ne lisent pas les sous-titres, parce qu'ils ont envie de profiter des mouvements et de ce que racontent les visages, etc. Mais néanmoins, il y a des sous-titres. Donc on a fait un gros travail pour que ce soit très accessible et très simple à lire.
Et donc en fait, on alterne entre le texte français, et quand c'est du texte en ukrainien, comme au cinéma, quoi, il y a des sous-titres qui sont très visibles et qui permettent de comprendre exactement tout ce qui est formulé. Voilà. Après, ça a été un travail assez incroyable pour les comédiens, pour le coup, parce que du coup, ils se parlent en français, l'autre lui répond en ukrainien, et donc il y a eu tout un travail très grand d'écoute, et voilà, pour arriver à jouer ensemble en 2 langues différentes. On a joué déjà à Bordeaux, à Vire. Il y a des spectateurs qui sont venus qui ne sont pas du tout habitués au théâtre sous-titré et qui nous ont dit que ça n'avait pas du tout été un problème. Donc j'espère que ça l'est pas. Je pense pas. On va parler maintenant des Dark-Daughters. Pouvez-vous nous décrire un peu le répertoire musical qui a été choisi pour la pièce? Oui. Alors les Dark-Daughters, donc elles ont un répertoire elles-mêmes dans leurs concerts. D'ailleurs, je sais qu'elles sont venues à Draguignan il y a quelques années, qui est vraiment autour d'un mélange entre folklorique et punk. Elles font vraiment le pont, et c'est ça que je trouve, là vous les entendez, c'est ça qui est assez magnifique dans leur musique, entre un répertoire traditionnel ukrainien qu'elles ont été chercher dans les Carpates, notamment avec des chants polyphoniques, etc., et quelque chose de très très contemporain, cabaret punk, voilà. Là, sur ce spectacle-là, on a travaillé vraiment là-dessus. C'est-à-dire, donc elles sont en live, il y a batterie, guitare, accordéon, violoncelle, violon, contrebasse, il y a Baptiste qui joue de la guitare électrique. Voilà, donc c'est vraiment, il y a beaucoup et piano, pardon. Donc il y a beaucoup d'instruments live. Et en fait, chaque chanson a un univers très spécifique. Là, ça c'est la première chanson qui est une chanson très très puissante. La deuxième chanson, c'est une chanson pour dire bonne nuit, donc elle est beaucoup plus comme une sorte de ballade. Après, il y a une chanson qui s'appelle Apocalypse. Donc en fait, on a vraiment travaillé sur les thématiques, comme je vous disais, peut-être aussi sur l'énergie, c'est-à-dire la dernière chanson qui parle de ce que c'est qu'une maison, par exemple, qui clôture la pièce. Elle est très douce. Et c'est un mélange de musique et de texte. Il y a aussi un chant a cappella, polyphonique qu'elle chante à 5 voix qui est absolument incroyable, et donc on a comme ça un répertoire vraiment inspiré de chants folkloriques ukrainiens, de choses beaucoup plus contemporaines. On a aussi repris des vieilles ballades siciliennes. Donc il y a une chanson comme ça qui est voix et guitare électrique et qui est comme une sorte, qui est une vieille ballade sicilienne un peu en hommage comme ça à l'univers de Pirandello. Il y a une chanson qui est un peu plus à la PJ Harvey, guitare électrique et voix, sur ce que c'est qu'être un artiste. Voilà, donc il y a vraiment, nous on voit une sorte de fil directeur, mais il y a des chansons d'univers très variés. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, peut-être juste dire que je trouve que c'est... je ne l'ai pas dit quand vous parliez du rapport entre la langue ukrainienne et la langue française, mais je pense que l'endroit de... par rapport à tout ce qui est en train de se passer géopolitiquement, faire entendre la langue ukrainienne, qui est une langue qu'on connaît très peu, qui est très particulière, et par là, parler aussi de l'Ukraine et de cette culture, de cette musique, de ces artistes, de ce peuple. Je trouve que c'est aussi une donnée essentielle, et ce qu'on a essayé de faire dans le spectacle, c'est vraiment... de pouvoir parler de tout ça, mais en transmettant aussi beaucoup de joie. Je pense qu'on a envie profondément que quand les gens sortent, ils soient pleins de chants et aussi de rêves. Voilà.